Bienvenue au dernier vendredi de l'OVSQ de l'année 2024. Pour cette dernière conférence, nous accueillons Yann Borm, qui est professeur à l'Université de Versailles 50 ans Yvelines, dont son institut, l'IRAM, l'Institut Jean Mallory, vient d'être rattaché à l'Observatoire. Donc nous avons maintenant 4 laboratoires et l'Institut de Monsieur Borm. Je me présente rapidement. Je suis professeur de littérature britannique, spécialiste de la littérature de voyage. Et je dirige donc l'Institut de recherche arctique Jean-Mallory Monaco-Ivescu. Je vous expliquerai pourquoi ça s'appelle Monaco-Ivescu tout à l'heure. Je co-dirige également un master 2 ici qui s'appelle Arctic Studies, études arctiques, qui est proposé entièrement en anglais. Master interdisciplinaire entre les sciences de l'environnement et les SHS, comme on dit, les sciences humaines et sociales. Et il y a au moins 2 étudiants ici dans la salle de ce master. Euh, j'ai eu la grande chance, le privilège de rencontrer Jean Mallory au début des années 2000 et depuis, on a passé beaucoup de temps ensemble. C'est vrai qu'en sciences humaines, on a besoin de beaucoup de mots pour parler, expliquer une chose, mais si je suis bavard, notre ami était très éloquent et parlait beaucoup. Donc, je l'ai écouté pendant de multiples séances et donc je vais essayer de témoigner un peu de cette relation aussi qui était assez privilégiée. Donc, j'étais devenu comme ça au fil des années son plus proche collaborateur. Je suppose que quasiment tout le monde a déjà entendu parler de Jean Mallory. Tout le monde se souvient sans doute de son ouvrage Les Derniers Rois de Tulé, qui a été publié en 1955 et qui a lancé cette célèbre collection chez Plon, Terre humaine, dont il a été le directeur jusqu'à une date récente et qui continue à exister et qui est d'ailleurs dirigé par un collègue de notre université. Voilà, il vaut mieux avoir une vision de l'homme pendant que je vous parle. Donc, je vais ouvrir son parcours qui a été long. Il est né en 1922, il nous a quittés cette année, au mois de février, et il a donc mené une carrière internationale sur 70 années parce qu'il m'a toujours dit, moi la retraite je connais pas, je vais travailler jusqu'au dernier moment. Voilà, je vois pas ma vie autrement. Et pendant très longtemps d'ailleurs, il se voyait beaucoup d'avenir à 95 ans, 97 ans. C'est sa femme en fait qui lui disait Jean-Noël, je pense qu'il faudra que tu commences à t'occuper de ton héritage. Voilà. Et donc, on l'appelle toujours Jean Mallory, mais en fait, il s'appelle Jean-Noël puisqu'il est né un 22 décembre 1922 en Allemagne, à Mayence. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de l'après-Première Guerre mondiale. Donc, la Rhénanie a été occupée par la France jusqu'en 1930. Et la famille Mallory, vous voyez son père et sa mère ici, arrivent en Allemagne juste avant. Ils s'installent et la famille va rester jusqu'en 1930. Son père a été professeur d'histoire au lycée de Mayence et également officier de l'armée. Donc, il était censé promouvoir les relations franco-allemandes tout en les investiguant, si on peut dire. Il était aussi dans le renseignement, évidemment. Voilà, Albert Mallory, que vous voyez là, qui a été également écrivain par moment et qui a des origines normandes, dont Jean était très fier. Pays de Caux, pour être précis, et puis sa mère, qui a des lointaines origines écossaises. En fait, la famille vient de l'aristocratie écossaise et ça, pareil, la famille Mallory en était très fière. Et c'est pour ça que vous avez son acte de naissance en langue allemande, puisqu'il est né donc en Allemagne. J'ai pu l'accompagner au début des années 2000, je crois que c'était en 2004, à Mayence, où la ville de Mayence, vous voyez ici le maire de l'époque, lui a rendu hommage et on a posé donc une plaque contre la maison où il a grandi. Et cet événement a été jugé tellement important que l'ambassadeur de France en Allemagne est venu de Berlin exprès pour l'événement. Vous voyez un peu. Et on a essayé aussi d'obtenir un titre de citoyen euh, d'honneur et malheureusement ça n'a pas marché. Mais là, vous voyez Jean Mallory, donc à l'âge de 82 ans à peu près. Très bien, je vais continuer donc manuellement, c'est plus sûr. Euh, alors, qui est Jean Mallory? Donc, il grandit, je l'ai dit, en Allemagne, et puis la famille rentre en France.
et s'installe en 1930 à Garches, que vous connaissez bien, pas très loin d'ici, et il poursuit ses études, sa scolarité au lycée Hoche, dont il ne m'a jamais parlé, je ne sais pas pourquoi. Il était enchanté de savoir qu'il y a des études arctiques à l'université de Versailles 51 en Yvelines, mais il ne m'a jamais parlé de Hoche. Mais je sais qu'il a été au lycée Hoche. Et puis tard à Condorcet, puis à Henri IV pour préparer le concours de l'école normale supérieure. Nous sommes au milieu de la Deuxième Guerre mondiale et sa génération est appelée d'intégrer le service du travail obligatoire, le honteux service du travail obligatoire, comme il disait. Eh bien, il refuse. Alors, il m'a dit que déjà, pendant la prépa, il n'était pas très content de ses cours de philosophie parce qu'il disait, on nous parlait des grands penseurs, Socrate, Platon, les Allemands, Kant, Hegel, etc. Formidable, tout ça. Mais rien, mais absolument rien sur le reste du monde. Il trouvait ça absolument choquant. Comment on peut en prétendre couvrir la pensée, l'histoire de la pensée, alors qu'on ne parle pas du tout de l'Asie, ni de l'Afrique, ni des peuples autochtones, etc. Donc déjà, il était un peu mécontent. Et bon, il devient donc réfractaire. Vous avez sa carte là. Et opération évidemment très dangereuse. Il va se cacher. Il est recherché par la police de Vichy, qui sonne à la maison familiale à Garches une fois par semaine. Il a deux frères qui sont pas contents du tout. Ils disent, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu nous mets en danger, etc. Et donc, il rompt avec la famille. Et d'ailleurs, il perd son père d'une maladie en 1939. Et puis aussi, pendant la guerre, sa mère meurt également. Et donc, il est orphelin de père et de mère à la sortie de la guerre en 1945. Et il se cherche un destin, il a rompu avec la famille, donc il n'est pas censé revenir à la maison familiale. Bon, c'est une situation difficile à vivre. Bon, je ne sais pas si on a le temps là de parler beaucoup de cette période-là. Il m'en a parlé très souvent avec des histoires invraisemblables du genre, il prend un train pendant la guerre, il se fait arrêter évidemment parce qu'un jeune homme dans un train comme ça au milieu de la journée, c'est suspect, donc il est arrêté, et il est présenté devant à un officier allemand et il me dit, pour m'en sortir, je n'ai trouvé rien d'autre que de lui parler de mon amour pour la poésie allemande. Je dis, ah, Goethe, c'est extraordinaire, les rois de Tulé, etc. Et l'officier aurait écouté ça plus ou moins attentivement pendant une demi-heure et après il a dit, bon, file, en français. Voilà, donc il a des histoires, il avait des histoires comme ça à raconter, un rendez-vous avec d'autres camarades. Qui se cache et pour une raison quelconque, il décide, il arrive 15 minutes plus tard et il comprend que la Gestapo est déjà passée. Alors, vous voyez, il avait des histoires comme ça à raconter. Ce qui veut dire aussi, il n'avait peur quasiment de rien et il était très très ouvert. Et pour ceux qui l'ont connu, je regarde au moins une personne dans la salle ici, il aimait à interpeller les gens, il n'était pas gêné du tout à interpeller quiconque dans la rue. Voilà, je pense que cette expérience lui avait donné beaucoup de confiance et c'était un trait marquant de sa personnalité. Alors, vous voyez à droite ici une image du Groenland. D'ailleurs, la première slide avec les titres de notre institut montre également un paysage groenlandais. Quand je l'ai rencontré pour la première fois, c'était à l'hôtel Regina à Paris. C'était spécial pour moi parce que quand j'étais enfant, on m'a amené à Paris pour la première fois et on était allé dans cet hôtel. Et là, je vois un grand monsieur entrer par la porte comme ça. Et je dis, Monsieur Mallory, oui, c'est moi. Ah, c'est vous? Oui. Très bien. Vous êtes qui? Alors, je dis, bon, je suis professeur à l'Université de Versailles. Voilà, je m'intéresse à la littérature de voyage. Et je suis en train de lire votre ouvrage. Ce qui était absolument vrai, c'est pas un hasard. Quand on m'avait proposé de le rencontrer, j'étais en train de lire Humoc. Il a dit, oh, un lecteur. Ah ben ça, c'est formidable. Très bien. Et vous venez d'où? Je dis, je suis d'origine allemande. C'est peut-être pour ça qu'on s'est tellement entendu, vous voyez. Euh, il dit, très bien, alors est-ce que vous avez lu un tel et un tel et un tel? Et on a sympathisé comme ça très vite. Et assez rapidement, il a été convenu que je publie un entretien avec lui en anglais dans une revue anglaise. Et donc, je commence mon entretien. Enfin, mon entretien, vous savez, c'est lui qui parlait, qui me disait, pourquoi vous ne me demandez pas? J'ai dit, très bien, je vous demande. Et la première phrase, c'était, vous savez, le Groenland est presque aussi beau que la Grèce. Ah, ça m'a interpellé, hein, parce que, bon, en tant que littéraire, Groenland, Grèce, je dis d'accord, il fait du style, très bien, mais ça m'a travaillé pendant longtemps et je pense pouvoir apporter quelques réponses tout à l'heure, hein, mais,
On a déjà parlé de son éducation à Henri IV, évidemment. Il avait une éducation classique et la référence pour lui, je crois, et pour beaucoup de monde, était la Grèce, évidemment. Et pour lui, c'est devenu par la suite le Groenland et donc il est presque aussi beau que la Grèce. Je pense qu'il y avait un peu de ça dedans. Alors, il fait des études de géographie après la guerre sous le professeur Emmanuel de Martonne, qui est un éminent géographe français et qui lui dit au bout d'un certain temps, Mallory, vous savez, la géographie, la voie est toute tracée, hein. Vous passez l'agrégation, vous devenez professeur dans le secondaire et avec un peu de chance, si jamais il y a un poste, éventuellement, vous allez finir par être professeur à l'université. Honnêtement, je pense que ce n'est pas fait pour vous. Euh, j'ai une proposition à vous faire. On m'a demandé de recommander un géographe pour les expéditions polaires françaises qui sont organisées par Paul-Émile Victor, que vous connaissez. Et donc, il dit, de Martin dit à Mallory, je pense que vous êtes fait pour cette expérience-là. Est-ce que vous voulez partir au Groenland? Oh oui! Il a sauté sur l'occasion, pour ainsi dire. Il a accepté cette proposition. Et donc, il va partir en 48-49 avec Paul-Émile Victor et toute l'équipe au Groenland. Il mène deux campagnes sous la bannière des expéditions polaires françaises. Vous voyez là un des fameux Weasel, on les appelle les engins chenilliers. Un peu en difficulté, là, d'ailleurs, il y a eu un certain nombre de problèmes logistiques pendant ces expéditions-là. Mallory a plus tard reparlé de ça, mais bon, c'est pas notre sujet ici. En tout cas, au bout de 2 ans, vous le voyez là à l'œuvre, hein, au bout de 2 ans, il décide de quitter les expéditions polaires françaises pour mener ses propres recherches en solitaire. Et il obtient l'accord de Victor de quitter les EPF, comme on les appelle aussi. Et à cette période, qu'est-ce qu'il fait? Alors, il mène des recherches sur une colline qui se trouve sur l'île de Disko au Groenland, la colline de Skansen. Et ce qui est important à noter, c'est qu'il a de l'aide d'un jeune Groenlandais qui s'appelle Peter Geisler et qui l'aide donc dans ses recherches. Et il se trouve que tout récemment, enfin lors de mon dernier séjour au Groenland, à Nuuk, à l'université, il y a une dame qui se présente à moi d'une quarantaine d'années et qui dit bonjour messieurs, je suis la petite fille de Peter Geisler. Et on m'a dit que vous êtes là. Mais c'est formidable. Alors, on a toujours parlé de Monsieur Mallory dans notre famille et je souhaitais vous rencontrer. Voilà, elle est étudiante à l'université et on a créé des liens comme ça. On espère pouvoir les développer par la suite. Alors, on avance. Le voici donc en train de mener ses recherches ici sur la droite, sur cette colline, vous voyez, avec de l'aide. Et en même temps, il mène aussi des campagnes dans le Hogar, en Algérie, puisqu'en en fait, il commence à travailler sur ce qui deviendra sa thèse, c'est-à-dire une recherche sur, on va dire, pour aller vite, la dynamique des éboulis. D'ailleurs, souvent pour plaisanter, il se présentait comme éboulologue. C'est ma vraie spécialité. Je me suis intéressé aux éboulis, en fait, en milieu chaud et en milieu froid. Et l'idée, c'est de faire une comparaison entre les deux. Donc, il part aussi dans le Hogar avec quelques Touaregs qui l'aident. Il a écrit un petit livre là-dessus d'ailleurs, qui n'est pas très connu. Et là, vous avez une carte hein, des campagnes. Et en même temps, les recherches continuent donc sur l'île Disco pour lui. C'est Pétagas qui envoie les relevés à Paris et c'est transmis à Mallory pour pouvoir avancer dans ses recherches. Euh, Très bien, on avance. Alors, donc, il décide de quitter les expéditions polaires françaises, je l'ai dit, et il demande l'autorisation de rester seul au Groenland. Il faut savoir qu'à l'époque, normalement, on ne pouvait pas aller au Groenland. C'était interdit d'accès, sauf autorisation. Et de la part du gouvernement danois, il avait, je pense qu'il avait de l'aide à l'ambassade de France à Copenhague. Il me semble que l'un des employés de l'ambassade est un cousin à lui. En tout cas, il obtient l'autorisation, mais tenez-vous bien, l'autorisation de passer seul 6 semaines au Groenland, en sachant évidemment pertinemment qu'il n'y a qu'un seul bateau par an qui passe. Bon, vous voyez? Donc là, vous voyez la scène d'adieu. C'est une photo de Jean Mallory. Vous voyez, donc on est à Thule, dans le nord-ouest groenlandais. Vous avez la carte à l'esprit, j'espère. J'en ai une plus tard.
nord-ouest du Groenland. Vous voyez, on est très au nord. Vous avez la région dite de Thulé et vous avez donc les Inuits, on dit. Je ne sais pas prononcer comme mon ami Jean-Michel, mais les Inuits du nord-ouest groenlandais qu'on appelle aussi les Esquimaux polaires. Qui saluent le bateau annuel, donc une fois par an, et il savait pertinemment qu'il allait rester donc jusqu'au retour du prochain bateau. Et il avait l'intention de mener. Ah bah là, on a une carte, pardon, j'ai oublié. Donc on est, si vous voyez un peu ça, c'est le Canada, la terre d'Ellesmere en face, hein, et on est tout en haut dans la région du nord-ouest groenlandais. Et il avait donc l'intention de mener des recherches sur sa thèse, donc en géomorphologie, c'est sa vraie spécialité, la géomorphologie, la géographie physique, hein. Et il avait l'autorisation aussi de lever la carte et d'attribuer des noms. Donc ça, c'était absolument passionnant pour moi aussi, qui est spécialiste de la littérature de voyage, de l'histoire de l'exploration, d'être devant quelqu'un qui a été autorisé à donner des noms à des endroits. Je trouvais ça absolument extraordinaire. Je pensais que c'était d'une époque révolue. Quand je l'ai rencontré, et vous voyez donc sa cabane, il s'installe. Et dans les derniers rois de Tulé, il parle un peu du début de cette expérience, mais pas vraiment en très grand détail. Et c'est seulement récemment, quand il a accepté que l'on tire une bande dessinée de son récit, qui s'appelle Mallory, l'appel de Tulé, et à laquelle il a collaboré. C'est un magnifique album. Et il a décidé de raconter un épisode plus en détail dont il n'avait pas tellement parlé. C'est le début de son séjour qu'il appelle son trou noir. Parce qu'il dit, une fois arrivé, bon, les Inuits le voient arriver, ils disent les autres. Il dit, bah, il n'y a pas d'autres, je suis seul. Ah bon? Et tu veux faire quoi ici? Bah, je dois mener des recherches. Tu as des vivres, tu as de l'argent, tu as quelque chose? Non, j'ai rien. Vous voyez un peu la situation. Il ne parle pas la langue, il ne sait pas conduire un traîneau à chien. Il débarque, il ne connaît personne, mais le voilà, il faudra bien s'en occuper pendant un an. Alors, et donc il dit en fait au début, il déprime. Parce qu'au bout de quelques temps, l'excitation passée, bon, il a rencontré un personnage très connu qui était le compagnon de Robert Peary, celui qui a prétendu avoir atteint le pôle Nord, vous savez, un dénommé Utak. Et il raconte l'histoire dans ses mémoires. Je vois ce monsieur qui me disait, bon, je t'attendais. Ok, très bien, ça a l'air plutôt bien, mais après, il a dit, une fois cette rencontre passée, il a compris que qu'est-ce que je vais faire ici? Je ne parle pas la langue, je ne sais pas conduire un traîneau à chien, je ne suis pas utile au groupe. Voilà, c'est pas évident. Donc il déprime et il dit bon, ça a duré un certain temps, presque 2 mois. Bon, il commence à apprendre la langue quand même. Et j'aime bien cette anecdote dans ses récits. Il dit les Inuits sont d'une politesse exquise pour me mettre à l'aise avec mon accent gaulois, comme il disait. Quand il apprenait les mots, ils imitaient son accent pour qu'il soit tout à fait à l'aise. Alors, j'aime bien cette histoire et donc il commence quand même à apprendre un peu la langue, mais c'est pas facile. Notre ami peut en témoigner. Et au bout de 2 mois, il raconte il a eu une intuition et il décide de faire une chose absolument folle. Il dit je vais leur montrer que je sais conduire un traîneau à chien, alors qu'il ne maîtrise pas l'art pour l'instant. Et il voit un groupe partir. Donc là où il se trouve, il faut monter sur un glacier, redescendre de l'autre côté. Il voit le groupe partir, c'est la nuit polaire, hein, et il décide de les suivre. Et les gens du village disent, bon, bah, c'est la vie, hein. Probablement, il ne va pas revenir parce que c'est super dangereux, il n'a pas d'expérience, mais bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc il part, et alors, par miracle, il réussit son coup. Il arrive à rejoindre l'autre groupe, et il dit que ça, c'était mon agrégation. Là, le groupe a dit, OK, il sait faire ça, bon, peut-être il pourrait être utile. Et c'est ce moment de passage, c'est comme un rite d'initiation, si vous voulez, c'est en tout cas en ces termes qu'il le raconte dans les derniers rois de Tulé. C'est à ce moment-là qu'il change son itinéraire. Il a compris qu'il n'y a pas que des pierres dans la vie, hein, il y a aussi des êtres humains. Et il se met, comme il dit, à l'école inuite. C'est une expression qu'il aimait utiliser. Et plus tard, il disait, mes vrais maîtres, c'était pas Henri IV, c'était les Inuits. C'est eux qui m'ont tout appris. C'est comme ça qu'il parlait. Ses amis qui considéraient d'ailleurs comme des philosophes. Il disait, vous savez, à force d'attendre un trou d'air pour un phoque, ça peut prendre beaucoup de temps, hein. Bah, vous devenez philosophe parce que qu'est-ce que vous voulez faire à l'époque? Vous réfléchissez.
Alors, c'était sa vision, bon, de ses amis. Voilà, j'accélère un peu, mais c'est un moment important parce que plus tard, il développe en fait une méthode de recherche qu'il a définie en tant que, il appelait ça de l'anthropogéographie. Et c'est quelqu'un qui est vraiment résolu, inscrit dans cette interdisciplinarité qui caractérise aussi l'OVSQ, hein, et dont on va reparler. Alors voilà l'expérience qui est très connue, qui l'a rendu célèbre en fait. Donc il part pendant son séjour en hiver 50-51 avec deux couples inuits, deux couples, deux hommes et les femmes aussi, parce que quand il voulait partir avec avec ses deux compagnons, les femmes ont dit, mais nous aussi, on veut partir avec vous. Alors ça, c'est quasiment du jamais vu. Si vous vous intéressez à l'histoire des genres, hein, les relations entre hommes et femmes dans l'Arctique, ça, c'est tout à fait exceptionnel. On a évidemment connu des relations hein, entre explorateurs et femmes inuites, mais partir en expédition avec deux couples, ça, c'est quasiment du jamais vu. En tout cas, il a pu documenter ça. C'était une expérience risquée aussi parce que, un peu comme Knut Rasmussen, qui est le grand nom de cette région, qui a d'ailleurs appelé ce comptoir, lui, en premier Tulé, Rasmussen avait chassé dans le nord-ouest et dans le nord groenlandais. Il a connu des moments de danger. Il y a un collègue botaniste suédois qui est mort pendant une de ses expéditions parce qu'il fallait vivre de la chasse. Et même si vous êtes doué pour la chasse, bah, il y a des moments où c'est quand même très difficile. Et donc là, ils n'avaient quasiment pas de vivre. Ils ont décidé de faire pareil, partir et vivre de la chasse. Donc c'était quand même une entreprise courageuse et risquée, mais qui passionnait aussi ses amis. Et donc l'idée, c'était de partir en terre d'Inglefield. Ici, on est toujours en face de la terre d'Ellesmere, dans tout au nord du Canada. Si vous voyez la carte du Canada, on est juste en face, hein. Et la terre de Washington. Et ils ont effectivement traversé à un moment donné le détroit pour le bassin de Kane pour arriver de l'autre côté en terre d'Ellesmere, hein. Et vous avez une des deux femmes qui s'appelle Patlack, qui prenait particulièrement intérêt à l'aspect scientifique de l'expédition. Donc, il en a parlé aussi dans son album de photos. Si vous voulez voir ces magnifiques photos, il a pris 20 000 clichés autour de sa carrière. Et il a publié un choix dans un magnifique album qui s'appelle L'Appel du Nord, chez La Martinière. Alors, pendant ce raid, à un moment donné, il part avec son meilleur ami que vous avez vu sur la photo de gauche, qui s'appelle Kutsi Kitsok, et qui figure en fait sur la couverture des Derniers Rois de Chili, comme vous verrez à l'instant. Mais je voulais absolument inclure cette magnifique photo. On a le privilège à l'Institut Mallory d'avoir accès à ces archives, et dans ces archives, vous avez ces clichés absolument extraordinaires. Donc là, c'est lui qui a pris une photo de son ami Kotsikitsok pendant ce raid. Et il se trouve que, sans le savoir, le 29 mai 51, il se trouve au pôle nord géomagnétique. Et c'est la première fois qu'on peut attester d'explorateurs qui ont effectivement atteint ce point. Alors le pôle géomagnétique bouge, hein, il n'arrête pas de bouger, mais à l'époque, il se trouvait exactement là où il menait son raid. Et donc, ils ont pu, ici même, euh, passer un petit moment dans cet endroit. Donc, ça fait partie de ses exploits, si vous voulez, pendant sa carrière. Alors, au retour de cette expédition, ils arrivent donc à nouveau dans la région. Ils apprennent que les Américains sont en train de construire la base de la US Air Force de Tulé. Et Mallory, comme ses amis Inuits, est choqué puisqu'on a relogé par la force les Inuits qui habitaient là. C'est un événement traumatisant pour la population et qui a fait l'objet d'ailleurs d'un procès au Danemark qui a duré plus de 40 ans, je pense, pour obtenir compensation. C'était vraiment une action dramatique et soudain, enfin, c'était pas du jour au lendemain, évidemment, c'est une photo prise plus tard hein, de la base, mais construire cette base en pleine guerre froide dans le but de créer en fait un bouclier de défense contre les soviétiques était évidemment un choc. Alors, c'est le gouvernement danois qui a donc autorisé les Américains à construire cette base, qui, après la chute de l'Empire soviétique, était un peu moins utilisée, mais qui, actuellement, vu la situation géopolitique internationale, redevient très importante. Et il y a à nouveau beaucoup de gens qui sont stationnés, en fait, beaucoup de soldats qui sont stationnés dans cette base, sur cette base qui a malheureusement connu aussi des accidents. Donc, pas très loin de là, au cours des années 60, il y a eu un accident d'un B-52 avec des bombes H.
Et il y en a une qui, d'ailleurs, reste encore dans l'eau. Et ça a créé évidemment un scandale. On a forcé la population locale de prêter main pour nettoyer, etc. Il y a eu des histoires dramatiques. Et Mallory en a témoigné. D'ailleurs, il me dit que c'est la seule fois qu'on m'a refusé un article en France et c'était Le Monde. Et il ne voulait pas publier l'article. Bon, donc vous le voyez là, ça c'est la photo iconique de Jean Mallory en anorak, comme on dit, hein, en tenue, que nous avons aussi choisi pour un ouvrage sur lui. Alors, il revient et il fait quelque chose d'extraordinaire. Et croyez-moi, il y a peut-être des universitaires dans la salle. Il décide d'interrompre ses études, ses recherches, pardon, pour la thèse. Vous savez, à l'époque, c'est les thèses d'État, hein, c'est-à-dire un travail que vous menez pendant une dizaine d'années pour aboutir à un ouvrage qui fait des centaines de pages et qui vous permet d'accéder à un poste de professeur directement. Et il décide d'interrompre ses recherches. Ça veut dire le CNRS coupe aussi les subventions pour écrire les derniers rotules. Et c'est un acte de courage vraiment extraordinaire parce que normalement, si vous décidez de faire ça, la carrière universitaire, bah, c'est fini, hein. C'est très, très difficile de revenir. Bon, il avait des appuis, j'en parle dans quelques instants. En tout cas, en 1900, de retour de Tulé, décide, je vais rédiger un ouvrage sur cette histoire. Je vais témoigner de ce qui est arrivé à mes amis, à mes camarades inuits. Et il appelle évidemment les derniers rois de Tulé en allusion à la fois l'endroit Tulé et évidemment le poème de Goethe, le roi de Tulé, si vous connaissez le poème de Goethe, qui a dû en partie inspirer d'ailleurs Rasmussen dans le choix du nom pour cet endroit. Tout comme l'idée d'un ultima Thule, n'est-ce pas, du point le plus éloigné que connaissaient, qui imaginaient les Romains dans l'Antiquité. Bon, bref, et vous avez là un document tout à fait passionnant. Alors, il m'en a reparlé ces derniers temps. Ils me disent, ah, mais pourquoi à l'époque Lévi-Strauss? Il m'a dit, oui. Vous savez, il était déjà très connu, Lévi-Strauss. Je vois un ouvrage de lui, Claude Lévi-Strauss, le philosophe et auteur de Triste Tropique, un des ouvrages les plus importants, si vous voulez, des sciences sociales et humaines après la guerre. Il y a eu beaucoup d'influence. Et l'histoire est la suivante. Il dit, il voit un album de photos de Claude Lévi-Strauss. Vous le voyez sur la photo là, le grand maître, hein, avec Mallory. Et il dit, et il prend rendez-vous avec Lévi-Strauss qui veut bien le recevoir et il lui dit, écoutez, j'ai vu vos photos, il y a une sensibilité chez vous, c'est extraordinaire. Moi, j'ai créé une nouvelle collection de témoignages, d'ethnographie narrative, comme on dit, où on relate des événements, une expérience sur le terrain. Est-ce que vous me faites l'honneur d'écrire un ouvrage pour ma collection? Et Lévi-Strauss aurait dit, bon, écoutez, bien trouvé, parce que, en fait, dans une autre vie, j'aurais voulu être Joseph Conrad. Joseph Conrad, vous savez, le grand écrivain. Mais bon, la vie s'est faite autrement. Et j'ai un manuscrit. Si vous voulez, bon, vous pouvez le publier. Alors, l'affaire est conclue et alors ça a été relaté en détail par Jean Mallory à l'occasion des 50 ans de Terre humaine. Euh, il lui donne le manuscrit, pourtant Lévi-Strauss n'est pas très content. Il dit, ah, il y a quelque chose qui ne va pas avec mon texte, je ne sais pas ce que c'est. Et Mallory lui aurait demandé, mais alors qu'est-ce qui vous dérange dans votre affaire là? Votre texte, ça parle de quoi? Vous parlez du Brésil, des autochtones, c'est quoi le problème? Il dit, ben, en fait, le problème, c'est les explorateurs. Il dit, bah, parfait, dites-le. Ah, mais comment ça? Je dis, ben, dites-le comme Zola. J'accuse. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Au début du livre, au début du livre, au début du livre, vous commencez par une phrase qui frappe les esprits. Et vous la connaissez, la phrase, j'ai et les voyages et les explorateurs. Bof. Alors vous m'imaginez, il y a très longtemps, en train de commencer une thèse de doctorat sur la littérature de voyage. On me montre cet ouvrage, je vois la phrase, je dis, bah, ça y est. Ah, littérature de voyage, tu peux arrêter tout de suite, hein. Le grand Lévi-Strauss a dit que c'est pas bien. Alors bon, qu'est-ce que je vais faire? Alors c'est en fait, j'ai les voyages et les explorateurs. C'est pas j'ai la littérature de voyage, heureusement. Et, et d'ailleurs, dans son ouvrage, je ne sais pas si vous le connaissez, un peu plus loin, il commence à parler d'un certain nombre d'explorateurs pour lesquels il y a une certaine estime, ou en tout cas des personnes qui ont passé du temps euh, chez les autochtones, en commençant par un dénommé Jean de Léry au XVIe siècle, qui a écrit sur le Brésil, hein, histoire d'un voyage fait dans la terre de Brésil. C'était un pasteur protestant qui a eu la chance de partir au Brésil, dans la baie de Rio, où il y avait une colonie protestante à l'époque, quasiment aucune, personne ne le sait aujourd'hui, hein.
Voilà, et donc Lévi-Strauss qui lui dit à Jean Mallory, à qui je suis obligé de m'avoir obligé à écrire ce livre, qu'il a renié un peu plus tard. Je trouvais ça un tout petit peu décevant, honnêtement. Il y a des entretiens filmés avec Lévi-Strauss, il dit, oui, mon œuvre, enfin, triste tropique. J'en suis pas si fier que ça. Alors que curieusement, en tout cas à l'étranger, je peux en témoigner, c'est l'ouvrage le plus connu de Lévi-Strauss à l'étranger. Il n'y a aucun doute là-dessus. Tous les autres ouvrages magnifiques, La pensée sauvage, Mythologie, magnifique, mais enfin c'est triste et tropique, ou triste tropique comme disent les Anglais, hein, parce qu'on a gardé le même titre tellement c'est beau, enfin si on peut dire. Euh, connaissent ce texte qui a eu donc un impact absolument extraordinaire avec les textes d'Aimé Césaire et Fanon et qui annonce en fait les études qu'on appelle plus tard les études post-coloniales. Parce que l'idée consiste à dire, regardez, quand on regarde ce que nous avons fait, nous, occidentaux, chez les autochtones, ben, c'est quoi le résultat? C'est triste. On a tout détruit, hein, c'est ça le résultat. Et il dit ça en 1955. Vous voyez un peu, ça a eu un effet extraordinaire. Alors la collection est lancée, donc, et ils ont toujours gardé beaucoup d'estime l'un pour l'autre, comme j'ai pu le voir avec des lettres. Alors l'autre fait exceptionnel de sa carrière au début, c'est qu'à 35 ans, on le nomme directeur d'études à ce qui n'était pas encore l'école des hautes études en sciences sociales. Vous savez, cet établissement, cette institution prestigieuse du centre de Paris qui est maintenant à Condorcet, sur le campus Condorcet, hein, et qui à l'époque était en fait la sixième section de l'école pratique des hautes études. On le nomme à 35 ans. Pourquoi? Alors qu'il n'a pas de thèse. C'est du jamais vu, hein. Moi, je ne connais aucune carrière de quelqu'un qui aurait été nommé professeur ou directeur d'études sans avoir de thèse. C'est vraiment exceptionnel. Et pourquoi est-ce qu'on le fait? Parce qu'il a des appuis. Il connaît le grand historien Lucien Febvre. D'ailleurs, il m'a dit une fois, comme ça, pendant un échange, Lucien Febvre m'a donné pendant la guerre 3 nuits chez lui, rue Val-de-Grâce. Il a dit, tu peux rester chez moi 3 nuits, mais pas plus. Vous voyez? Et donc, il connaissait Fèvre, il connaissait Brodel et d'autres. Et de Martonne, évidemment. Et de Martonne et Fèvre appuient une candidature de Mallory pour cette nouvelle sixième section. Et ce qui est extraordinaire, c'est que de Martonne meurt en 55, Lucien Fèvre meurt en 56, et il est élu en 57. Ils ont tenu parole. Vous savez, c'est pas évident. Déjà, quand on passe à la retraite, c'est pas évident de garder l'influence, hein, mais là, ils ont tenu parole. Donc, il est nommé en 1957. Là, vous voyez avec ses collaborateurs du Centre d'études arctiques, qui crée donc en même temps, quand il arrive à l'école qu'on appelle maintenant l'école des hautes études en sciences sociales. Donc, il crée un centre d'études arctiques et ça a été remarqué partout dans le monde arctique et notamment en Union soviétique. Il reçoit une lettre de félicitations de la part de l'Institut arctique et antarctique de Leningrad. Et il montre la carte à son maître Fernand Braudel, le grand historien qui est directeur de l'école. Il dit, qu'est-ce que je dois faire? Il dit, mais qu'est-ce que vous devez faire, Mallory? Ben, c'est évident, il faut y aller. Ah, c'est en Union soviétique, mais on s'en fiche. Il faut absolument garder le lien, c'est très important. Vous y allez. C'est important à retenir parce que plus tard, Mallory développe beaucoup de relations avec la feu Union soviétique et surtout la Russie naissante, ou renaissante, si vous voulez, au début des années 90. Et c'est pas étonnant parce qu'il était très connu déjà en Union soviétique, parmi les Russes notamment. Alors, donc, on ne va pas lire la lettre. J'ai dû donner une conférence il y a 2 jours à l'école des hautes études, donc j'avais choisi un document là qui montre un peu de quoi il s'agissait. Donc, c'était une école qui a été fondée pour travailler dans un esprit interdisciplinaire entre les sciences humaines et sociales, hein. Et à gauche, vous avez une lettre de reconnaissance de Fernand Braudel qui date des années 60, où il dit tout le bien qu'il pense du Centre d'études arctiques. Et puis, vous avez un détail de la couverture du premier numéro de la revue Internat, dont il sera question tout à l'heure aussi, que Mallory fonde à l'époque avec Fernand Braudel au CNRS. Hop, alors. Voilà. Alors, ce qui, évidemment, on peut imaginer qu'en lui, il est élu directeur d'études à l'école des hautes études, mais on a dû lui dire, bon, tu as eu de la chance, maintenant tu vas reprendre ta thèse quand même, hein, Et donc, il reprend ses recherches, évidemment, pour soutenir une thèse au cours des années 60, intitulée Thème de recherche géomorphologique dans le nord-ouest du Groenland. Et donc, il intègre dans ce travail extraordinaire. J'ai essayé de le lire, je ne suis pas géographe
Mais bon, j'ai essayé de lire, j'ai compris son sujet, c'est en fait les variations régionales qu'on observe au Groenland quant au fonctionnement des éboulis, quant à cette dynamique dont je parlais. C'est ça qu'il a pu démontrer. Et puis, il a relevé la carte, donc il a été autorisé à relever la carte, à attribuer des noms, et il a publié, bon, on ne voit pas ici, je m'en excuse, mais il a pu donc donner 10 noms donc quelques noms français, bien entendu. Donc il a créé nommé un fjord le fjord de Paris. Il a nommé un autre fjord le fjord de Marton. Très bien de rendre hommage à ses maîtres, n'est-ce pas? Et ce qui est exceptionnel aussi, c'est qu'il a pu attribuer un certain nombre de noms inuits. Il a rétabli en fait des noms inuits que les Inuits utilisaient, mais qu'on ne voyait pas sur les cartes. Ça, c'est très très important et quasiment visionnaire parce que maintenant, on essaie de faire ça de façon systématique, mais à l'époque, c'était loin d'être évident. Et puis sur la gauche, vous avez la chose qui s'est trouvée à faire pour et avec ses amis inuits de la région de Tulé. Donc il a fini par dire comment je peux vous être utile. Ils disent bah, on aimerait bien avoir une vision plus claire sur nos liens de parenté entre les uns et les autres. Parce qu'on est un groupe de 300 personnes. C'est pour ça que Lucien Febvre était passionné par le sujet de Mallory, parce qu'il disait, mais Mallory, vous avez un sujet en or. Vous êtes avec des gens, 300 personnes qui vivent très isolées dans le Grand Nord. Comment ils font, en fait? Vous savez, il n'y a pas beaucoup de possibilités de mariage, si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas évident comment ils ont fait. Et donc, il fait ce travail avec son ami Kutsi Kitsok, ce qui lui permet donc de recueillir des informations parfois très sensibles, comme vous pouvez l'imaginer, parce qu'il y a des liens de parenté officiels, et puis il y en a d'autres, comme vous voyez. Et donc, il établit cette carte, ils ont choisi un modèle circulaire, et cette carte montre donc que les Inuits avaient donc pratiqué un tabou des relations jusqu'au cinquième degré de parenté, jusqu'au cinquième degré. Alors, je trouve ça absolument remarquable parce que, honnêtement, je ne sais pas, vous êtes peut-être mieux que moi, mais je connais mes cousines, hein, mais bon, deuxième degré, c'est déjà moins évident. Troisième, bon, honnêtement, même si mes parents me l'ont dit souvent, mais cinquième degré, je trouve ça absolument remarquable. Et évidemment, les gens savaient ce qui se passait si on ne respectait pas ces règles-là. Et donc là, il a pu établir la carte pour aider ses amis. Voilà pour la partie strictement scientifique, si vous voulez, au sens des sciences dures, de son travail. Alors, Terre humaine a été, donc, quelques mots sur cette magnifique collection qui a été nommée en 2005 à l'occasion du cinquantenaire et une belle exposition à la Bibliothèque nationale de France, un colloque, un ouvrage d'hommage, un ouvrage avec un long entretien de Jean Mallory. On a appelé Terre humaine un trésor national parce que vous avez des ouvrages absolument extraordinaires qui ont été publiés dans cette collection, et c'est vraiment l'œuvre de Jean Mallory et de Monique Mallory, qui est qui était l'épouse de Jean et qui a contribué beaucoup à cette collection, mais elle était une personne extrêmement modeste et n'affichait pas son nom, mais je le sais par des entretiens avec elle, elle a aidé beaucoup, elle a relu beaucoup de textes, etc. Alors là, vous avez la couverture originale de Triste Tropique à gauche, hein, c'est comme ça que ça, mais c'est ce genre de couverture qu'on connaît surtout. Et actuellement, ça a changé à nouveau de design. Vous avez en bas une réunion d'auteurs de Terre humaine au Saint James à Paris avec Jacques Lacarrière, notamment le grand poète et helléniste que vous connaissez peut-être et qui a publié un ouvrage magnifique dans la collection qui s'appelle L'été grec, qui est un très grand succès de librairie. Mais tout le monde ici, j'imagine, connaît encore ou a entendu parler de cet ouvrage-là, Le Cheval d'Orgueil, qui est le titre le plus vendu dans la collection. Alors déjà, l'ouvrage de Mallory représente un cas tout à fait exceptionnel puisqu'il a été traduit, Les Derniers Rotulés, en une vingtaine de langues et deux fois en anglais. C'est du quasiment jamais vu, hein. Une fois traduit, ça suffit normalement, mais quelqu'un a décidé, elle n'est pas assez belle, cette traduction, je vais retraduire. Donc, vous voyez un peu. Et donc, Les Derniers Rotulés, on parle d'à peu près d'1 million d'exemplaires diffusés dans le monde. Donc, c'est pour ça qu'il disait c'est l'ouvrage le plus diffusé sur le Groenland au monde. Mais Le Cheval d'Orgueil, pareil, 1 million d'exemplaires. Alors, vous connaissez l'histoire, vous l'avez lu, certains. Ça parle de la Bretagne. Et en fait, Mallory avait vu un conteur, Jacques Elias, à la télévision avec sa femme. Il dit, mais ce type est brillant. Il raconte des histoires sur la Bretagne, c'est absolument passionnant. Il faut qu'il fasse un ouvrage pour nous.
à une époque où nous sommes au cours des années 70, où beaucoup de gens ne parlaient pas volontiers de leurs racines rurales, on va dire. On ne mettait pas en avant tellement, hein. Beaucoup de gens, surtout en métropole, enfin Paris, dans les grandes villes, trouvaient que c'était un peu ringard, on va dire. Et là, paf, on publie un ouvrage avec des histoires racontées par le grand-père de Jacques Elias, en fait, hein. Ça a permis, ça a contribué à ce renouveau breton et cette fierté retrouvée des Bretons. Maintenant, on a la musique, on a le festival de la musique, on a le grand festival Saint-Malo aussi, étonnant voyageur, etc. Et elle n'existe plus maintenant, mais pendant très longtemps, quand je prenais les trains pour rentrer à Paris, on voyait à la gare Montparnasse toujours un énorme drapeau breton sur la gauche. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Personne n'a vu ça? Non? Moi, je me souviens de ça, mais il n'est plus là maintenant. Je ne sais pas pourquoi, mais ça a montré un peu cette fierté retrouvée. Et évidemment, maintenant, les gens disent je suis breton et il y a un renouveau aussi de la langue bretonne, etc. Et c'est en grande partie grâce à cet ouvrage qui est vraiment exceptionnel et qui a été publié aussi d'ailleurs en breton. Voilà, et puis un ouvrage absolument. Là, vous avez un ouvrage d'une paysanne hongroise qui a passé sa vie à ramasser des pommes de terre, qui était fervente catholique, croyante, et qui raconte sur 15 pages comment elle imagine le paradis et qui se trouve où dans cet univers des saints à côté des seigneurs. Elle a une vision très claire. Elle est là, et Joseph est là. Et elle décrit ça avec précision. C'est absolument époustouflant, hein. Et ça montre bien l'esprit de la collection qui n'a pas toujours été saisi, à mon avis. Beaucoup de gens pensent que Terre humaine, c'est une collection d'ouvrages exotiques. Ça parle des régions lointaines, des autochtones. Mais oui et non. Enfin, il y a un exotisme de proximité et un exotisme lointain, si vous voulez. En tout cas, ça parle aussi bien de la France et de gens de tout genre, et pas uniquement. Et vous avez beaucoup d'ouvrages qui ne sont pas écrits par les universitaires dans cette collection. Ça, c'est très important. Mallory voulait absolument mettre sur un même plan des quidam, entre guillemets, des personnes qui n'ont pas les titres académiques et des grands savants qui peuvent écrire sur des sociétés. Donc, vous avez des gens très modestes. Là, vous avez le visage d'un métayer américain dont il est question dans cet ouvrage, Louons maintenant les grands hommes. C'est une citation de la Bible, hein. C'est un ouvrage anglais, américain au départ, écrit par un poète américain qui s'appelle James Agee et accompagné des photos de Walker Evans, qui est un des grands photographes américains. Et cet ouvrage, d'ailleurs, commence par les photographies de Walker Evans, ce qui est jamais vu dans l'édition. On commence jamais avec le cahier de photographie. Alors, il y a le titre et puis le texte, etc. Et puis on met un cahier au milieu. Mais là, A.G. Evans, à l'époque, avait déjà insisté qu'il faut commencer par les photos parce qu'il y a une sensibilité, il y a une chose qu'on n'arrive pas à décrire avec les mots. Il faut qu'on voit aussi comment ces gens vivent. Et ça a été maintenu aussi dans l'édition française. Et là, croyez-moi, il en a parlé, Jean Mallory. Plon n'était pas content du tout, mais il a réussi quand même à imposer son coup. Et ce texte est absolument extraordinaire. Il traite en fait de l'impossibilité de rendre vraiment pleinement justice avec des mots de cette vie absolument d'une modestie extrême mais impressionnante. Et il était complètement ébloui, James Agee, quand il a vu ne serait-ce que la table de cette famille. Il essaye d'écrire sur plusieurs pages la table de ces gens. Voilà pour cette collection. Et puis un roman d'un braqueur de banque, Claude Lucas. Alors, à l'occasion des 50 ans, Jean-Marie était proche du président Chirac. Le président Chirac a beaucoup d'admiration pour Terre humaine et il lui demande, alors, mon cher Jean Mallory, qu'est-ce que je peux faire pour vous pour Terre humaine? Il dit, ah bah, peut-être on peut faire une réception à l'Élysée. Ah bah, bien entendu. Et on va inviter qui donc? Il dit, bah, vous me dites, monsieur le président, bah, on invite tous les auteurs. Et Jean Mallory dit, tous les auteurs, vous êtes sûr, mon président? Bah oui, tous les auteurs. Vous en êtes certain? Absolument. Très bien, on y va. Et donc, il y a cette réception. Vous avez des gens très connus comme Philippe Descola, là, sur la gauche. Et vous avez un dénommé Claude Lucas. Et nous sommes tous là, j'y étais. C'est pour ça que je peux en témoigner. Je sais pas, mais comme ça, en 2001, hein, et puis le président passe en revue les uns et les autres. Jean Mallory, il est présent. Vous savez comment ça se passe, hein. Félicitations, bravo, extraordinaire, continuez, etc. Monsieur le Président, Claude Lucas, braqueur de banque. Enchanté, monsieur. Alors, j'ai trouvé ça magnifique. C'est extraordinaire. Vraiment, ça s'est passé comme ça. Et il a dit tous, absolument tous les auteurs.
Voilà pour cette collection. D'ailleurs, Lucas est devenu philosophe et écrivain très connu. Il a fait des études par la suite et il a demandé à Jean Mallory d'être le seul témoin de son procès en tant que braqueur de banque. Et Mallory est venu témoigner pour dire que ce monsieur a une pensée extraordinaire, même s'il est braqueur de banque. Voilà ce qui s'est passé dans ce cas-là. Donc, Terryman, grand monument. Quelques mots sur l'écriture de Jean Mallory. Juste au passage, vous le voyez là, à Vézelay, en train de taper son manuscrit, ou son tapiscrit en fait, des derniers rotulés. Alors, il n'était pas écrivain de naissance, hein, il était géomorphologue. Il dit ma fierté était d'avoir été publié dans l'austère bulletin de la Société de géologie française avec un travail sur les corbières. Alors, c'était vraiment la reconnaissance du milieu, mais écrire un ouvrage de grand public, de vulgarisation, comme on dit parfois. Alors là, il était mal à l'aise. Il dit il me faut un haut lieu. Et donc, il s'est installé à Vézelay, à côté de la cathédrale, pour trouver l'inspiration. Ce qui est extraordinaire avec lui, c'est une des leçons à retenir, je pense. Ça m'a vraiment impressionné. Il m'a dit ça maintes fois, et encore à l'âge de 97 ans, 18 ans, quand il était en train de rédiger ses mémoires. Il a dit, vous savez, un manuscrit n'est jamais terminé. Jamais. On peut toujours améliorer un texte, toujours. Et il se faisait relire par différentes personnes sur différents aspects de son écriture, de ses mémoires pareils. Il disait, vous lisez ce chapitre-là, dites-moi ce que vous en pensez. Et honnêtement, il prenait conseil, il n'était pas fâché du tout, hein. Pour moi, c'est de la grandeur, ça, honnêtement, hein, parce que je ne sais pas si vous publiez des travaux de collègues, parfois vous suggérez de mettre une virgule quelque part et on se fâche, oh là là, mon texte est parfait. Alors là, vous avez un très grand monsieur qui n'hésitait pas à reprendre des phrases entières, hein, et puis qui était lui-même très critique avec lui-même. Quand il relisait, bon, il était très connu, il pouvait avoir plusieurs jeux d'épreuves, j'en ai d'ailleurs à la maison, et quantité de pages corrigées, il revenait tout le temps sur son texte. Et j'ai compris au bout de quelques années que, parce qu'on disait qu'il répétait toujours les mêmes histoires, mais en fait, quand je l'écoutais, c'était comme si j'écoutais un livre. Et j'ai compris plus tard qu'en fait, il répétait ses textes. Il avait besoin de quelqu'un en face pour les dire à voix haute, pour voir si ça sonnait bon, vous voyez. Donc, il a fait ça pendant de très longues années. Moi, ça ne m'a jamais gêné parce que je le trouvais toujours passionnant. Mais bon, moi, je suis de ce tempérament-là. J'aime bien écouter les personnes qui ont des choses intéressantes à dire. Voilà. Alors, Mallory a en tout entrepris une trentaine de missions dans toutes les parties de l'Arctique, c'est-à-dire au Groenland, dans l'Arctique central canadien, en Alaska, dans le détroit de Bering et même en Tchoukotka. Et ça, c'est tout particulier. Donc, c'est la partie de l'extrême est sibérien qui a été évidemment interdite d'accès pendant de longues années. Et en 90, quand l'Union soviétique chute, eh bien, on cherche à explorer la région et on cherche un explorateur, un chercheur occidental bien connu. Qui est-ce qu'on trouve? Surprise, surprise, on trouve Jean Mallory, puisqu'il est déjà bien connu dans le pays. Et il est autorisé donc d'aller en Tchoukotka pour notamment mener des recherches sur une île, sur deux îles en fait, sur lesquelles vous avez des alignements d'os de baleine, et, qui est connu sous le nom l'allée des baleines. Et c'est un site archéologique, alors je vais vous le montrer dans le slide suivant, qui a été découvert dans les années 70 par des archéologues soviétiques, dont Sergei Arutyunov, que Mallory connaissait. Et quand il a donc eu l'autorisation d'y aller, il a amené, il a été accompagné par Arutyunov et d'autres camarades russes. Et donc, ils ont exploré ce site qui est un site d'initiation chamanique pour préparer des jeunes personnes à cette vocation d'être chaman. Et donc, il a écrit là-dessus. Il a écrit là-dessus dans Humoc, que vous avez sur le slide précédent, qui est le récit de ces 31 missions. Mais il a tiré aussi un petit ouvrage de cette expérience qui s'appelle L'allée des baleines. Et pour ceux qui sont vraiment intéressés, et si vous vous passionnez pour la Sibérie, lisez cet ouvrage-là, où vous avez tous les documents produits à l'occasion de cette expédition par Mallory et ses camarades russes. C'est un ouvrage collectif avec beaucoup de textes sur cette expérience tout à fait exceptionnelle. Alors, je regarde un peu la montre, ça va, il faut qu'on avance un peu. Là, vous voyez, je vais parler un peu rapidement peut-être d'un autre aspect de son œuvre euh, qui est l'homme d'action en fait, hein. Il était scientifique.
Il était écrivain, direction de collection, mais aussi homme d'action. Alors, il aimait bien mener des actions, comme par exemple la fondation de cette académie à Saint-Pétersbourg, l'Académie polaire d'État, qui est désormais intégrée à l'Université hydrométéorologique de Saint-Pétersbourg. Et c'est juste pour vous montrer un peu la renommée. Là, il est en Russie avec le président Chirac qui signe la convention. Et j'ai pu visiter, pas récemment, hein, avant l'invasion évidemment, l'Académie. Vous avez tous ces ouvrages-là. Vous avez, là c'est Madame Chirac en voit mal, hein, mais qui était venue aussi. Vous avez son bureau là-haut, vous avez une plaque. On m'a fait visiter son bureau. Il y avait vraiment un bureau, il y avait sa toge, voilà, à la russe, hein. Et donc, en fait, en Russie, c'est un nom très très connu. Et d'ailleurs, on m'a fait savoir qu'on était en train de traduire ses mémoires en russe, malgré la situation actuelle. Ils ont trouvé un moyen de faire ça. C'est quand même impressionnant. Euh, alors, parlons-en donc de sa renommée, justement. Il a eu beaucoup de récompenses en France, évidemment, mais à l'international aussi. Et puis les distinctions, je passe rapidement en revue. Bon, l'édition anglaise, les derniers ateliers, je l'ai dit. Les autres ouvrages existent aussi en anglais pour certains. Un dessin de Poncho pour lui rendre hommage. La Royal Geographical Society qui lui donne une médaille d'or. Alors, j'ai fait le voyage avec lui à Londres, hein. Et, il y avait une condition, il fallait qu'il tienne un discours de 5 minutes. Si vous l'avez connu, 5 minutes pour Jean Mallory, c'est à peine assez pour dire bonjour, hein. Et il m'a dit dans le train, vous savez, les Anglais sont tellement snobs. Vous connaissez mon accent gaulois, vous savez, vous êtes prof d'anglais, vous allez lire mon discours. Très bien, je peux faire pour vous, entendu. Alors, je lis les discours et je sais qu'il y a 5 minutes, donc évidemment, j'ai coupé. Et je me suis arrêté au bout de 5 minutes. Le président de la Royal Geographical Society me dit merci beaucoup, monsieur. Et c'était un grand moment. 5 minutes de Jean Mallory, tout le monde est content et on passe au bar, comme les Anglais aiment le faire, vous savez. En tout cas, c'est très prestigieux, honnêtement. La médaille d'or de la Royal Geographical Society, c'est très, très prestigieux. Ça, c'était sa décoration préférée, le Nersornat. C'est la médaille du gouvernement groenlandais. Il a eu dans la version médaille d'or. Et récemment, quand j'étais au Groenland, je parlais avec un Danois qui a un poste de responsabilité. J'ai raconté ça. Il m'a dit ah, ils lui ont donné ça. Ah, ben ça alors. Et en plus, la médaille d'or. Franchement, c'est quasiment jamais donné à des étrangers. Évidemment pas à des Danois non plus. Peut-être qu'il était un peu jaloux. Voilà, Légion d'honneur, et ainsi je passe. Et alors, un fait qui est tout à fait intéressant, très peu de gens le savent. Il y a un grand centre arctique à Rovaniemi, en Laponie finlandaise. Vous savez, c'est la ville du Père Noël, hein. Mais il y a aussi une université et il y a un grand centre de recherche. Il est très connu, c'est très prestigieux. Nous allons recevoir d'ailleurs pour une soutenance prochainement quelqu'un ici de cette institution. Cette institution a été créée sur le modèle du Centre d'études arctiques de Jean Mallory. J'invente rien. Vous regardez sur le site internet, ils le reconnaissent officiellement. Très peu de gens le savent. Pourquoi? Parce qu'il a lancé un centre dans un esprit interdisciplinaire. Et ça plaisait bien. Et les Finlandais ont dit, c'est ça qu'il nous faut, hein, quelque chose comme ça. Parce que Mallory a fait seul en France. Nous, on va le faire avec beaucoup de moyens. Et c'est un centre très important aujourd'hui. Voilà, pour la reconnaissance internationale, il travaille ses mémoires à partir des années 10 000, 2000, pardon, 10, 12 peut-être. Je pense qu'il a mis une dizaine d'années à les terminer. Et comme je vous disais, sa femme a dit à un moment donné, quand il a 95 ans, Jean-Noël, je pense qu'il faudra que tu termines là, hein, parce que 95 ans est un âge très respectable. Et voilà, ça serait dommage qu'on n'ait pas tes mémoires, hein. Et puis, tu as ton œuvre aussi, tes collections, il faut s'en occuper. Alors, ce que je n'ai pas dit pour l'instant, parce que là, on avance un peu, on a créé donc à l'OVSQ avec Jean Mallory en 2010 avec l'appui de la présidence de la République et l'appui de la présidence du CNRS, un centre de recherche, le CEARC, il s'appelait autrement à l'époque. Je suis venu voir ma présidente à l'époque avec ce projet. On avait une lettre du président Sarkozy. Elle dit, alors qu'est-ce que tu veux que je fasse? Si tu as une lettre du président, évidemment, il faut que je donne suite. Et donc, on crée le CEARC. Ça s'est passé comme ça. Je vous raconte une autre anecdote. Pour moi, ça, c'est la France dans sa gloire. On va voir le conseiller du président pour la recherche. Alors, le président veut bien vous soutenir, mais qu'est-ce que vous attendez de lui? Vous imaginez ce qu'on a dit. Nous sommes des pauvres universitaires. Il a dit, non, 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 le président n'a pas d'argent du tout, hein, ça, c'est pas lui. Par contre, il peut ouvrir des portes. Ah bah très bien, il va qu'il fasse ça pour nous. OK, qu'est-ce qu'on fait? On écrit une lettre.
Ah, très bien, parfait, une lettre, ok. On va faire comment? C'est facile, messieurs, vous la rédigez et puis je la soumets au président. Et je dis à Monsieur Mallory, ah ben c'est Noël, qu'est-ce qu'on va mettre dans la lettre? Je souhaite que la création d'un centre de recherche et ainsi de suite, c'est absolument extraordinaire. Ça s'est passé comme ça, hein. Donc on crée le centre ici en 2010 et on crée un master en même temps en études arctiques dont j'ai parlé, Arctic Studies, qui continue à exister et qui marche très très bien. Donc les mémoires, nous les avons ici. Petite histoire, en fait ça aurait dû être la couverture, juste le chien. Parce que Jean-Marie voulait choisir comme titre de la pierre à l'homme, parce qu'il a toujours dit mon itinéraire, c'est de la pierre à l'homme. Et sa femme a dit Jean-Noël, c'est pas ça tes mémoires, c'est de la pierre à l'âme, parce que tu parles de toi-même et ton itinéraire. Ah, tu as raison, ok, on va faire ça. Et ce qui est au cœur de ça, c'est l'appel du chien loup groenlandais. Si vous allez au Groenland, il y a des témoins dans la salle. La nuit, vous risquez d'entendre les chiens. C'est très impressionnant. Quand il y en a un qui commence, tous les autres, ouh, c'est vraiment très, très impressionnant. Et évidemment, ça l'a accompagné. Il appelait ses chiens d'ailleurs ses choristes. Quand il m'a dit ça, je dis, maintenant j'ai compris la Grèce et le Groenland. On est dans le théâtre, c'est un drame, une tragédie. Un grec, c'est ça qu'il a à l'esprit, hein. Et il voulait avoir le chien sur la couverture. Alors, les éditions Plomb ont dit, on a un auteur en or. Il est très connu, en plus il est très beau, il voulait nous mettre un chien. Non, mais arrêtons. Et alors, Jean Mallory m'a dit, vous savez, en tant qu'auteur, vous avez une arme à votre disposition redoutable, ça s'appelle un BAT, le bon à tirer. Tant que vous n'êtes pas satisfait, vous ne signez pas. Et il a insisté, 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 je veux un chien, je veux un chien, je veux un chien. Ils ont fini par céder. Par contre, ils ont triché, hein, il n'a pas vu ça. Parce que sur l'ouvrage effectivement publié, le chien, c'est un brave toutou, hein, il hurle pas comme ça. Et sur la couverture de l'édition de poche, il a complètement disparu. Bon, mais ça a été publié après sa mort. Bon, vous voyez un peu le personnage parce qu'il dit c'est central pour moi. C'est cet appel-là parce que ça m'a mis en lien avec l'environnement, avec les personnes. Euh, Alors, j'en viens à la fin et de la situation actuelle. Donc, qu'est-ce que devient l'œuvre malorienne? Alors, allô, oui. Très tardivement, il décide de léguer ses collections à titre gratuit à Monaco. Alors, pourquoi Monaco? Vous voyez le prince Albert II sur la gauche, dans une photo prise par notre ami Jean-Michel Hectin, qui est ici présent dans la salle, à Oumanak. Et en fait, il y avait des liens assez rapprochés entre les deux. Le prince Albert II est allé voir Jean Mallory quand il était jeune homme et quand il était appelé à prendre ses fonctions. Et il a dit, vous savez, mon père était homme d'affaires, c'est pas du tout moi. Moi, j'aime pas ça. Je vais faire autre chose dans la vie. Est-ce que vous pouvez me conseiller? Et Mallory a dit, bah, faites comme votre arrière-grand-père, Albert Ier, partez dans le Grand Nord. Et c'est ce qu'il a fait. Et depuis, il est retourné maintes fois et il soutient très activement beaucoup d'activités dans l'Arctique, notamment l'Université de l'Arctique et d'autres initiatives. Donc, il y a un lien profond et sincère entre Monaco et les régions arctiques. Peu de gens le savent parce qu'à priori, on ne voit pas trop, hein. Voilà. Et donc, à un moment donné, il veut faire un don de ses collections. Il ne voulait pas les donner au Quai Branly parce que le Quai Branly, c'est très grand, c'est beau, mais ça va disparaître dans les caisses. On ne verra plus jamais. Et donc, on renoue le contact avec Monaco et il a été décidé vraiment à une minute avant minuit hein, que ça se fera. C'était pendant le Covid. Pour mener à bien cette opération, vous avez besoin il a deux enfants, Jean Mallory, hein, Guillaume et Léonore. Il fallait qu'ils soient présents et se désistent formellement de tout droit sur l'héritage des collections arctiques. Alors, la fille habite en Écosse, on est pendant le Covid, vous imaginez, le temps avance, il a 97 ans, 98 ans. Bon, par miracle, j'allais dire, ça s'est fait. Ça s'est fait à Dieppe, donc on a signé. Et l'idée, c'était que Monaco reçoive les collections d'articles de Jean Mallory, c'est-à-dire objets, pastels, photographies, carnets de route, manuscrits, etc., documentation. Et qu'en échange, qu'on crée un institut en son nom à l'Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, ce qui a été fait en novembre 2021. Il voulait absolument que ce soit une unité à part. Et donc, on a créé un laboratoire de recherche qui s'appelle l'Institut de recherche arctique Jean Mallory, Monaco UVSQ. Maintenant, vous voyez pourquoi.
Et j'en suis le directeur parce qu'il m'a dit, vous êtes mon successeur. Et je dis, mais Jean, vous me faites trop d'honneur, je ne saurais être votre successeur, personne ne peut vous succéder, vous êtes vous, ça me semble évident. Bah, ça fait rien, vous allez reprendre en main mes affaires. Très bien, avec plaisir. Et donc, vous avez actuellement, si vous avez encore le temps, jusqu'au 6 janvier, une très belle exposition à Monaco qui s'appelle Mission polaire, dans laquelle vous pouvez voir des objets de sa collection et qui va passer ensuite en Suisse, si c'est plus facile pour vous. Elle sera montrée à Lausanne, ce qui montre aussi l'intérêt de la collection. Et c'est très intéressant, Monaco, l'Institut océanographique de Monaco, hein, vous voyez le musée de Monaco. Ils ont des statistiques sur l'expo et ils demandent aux personnes, aux visiteurs, qu'est-ce que vous aimez le plus dans l'expo. Alors évidemment, en premier lieu, les gens mentionnent un énorme écran tactile. Vous touchez, il y a des poissons qui viennent vers vous. C'est spectaculaire, hein. Et en numéro 2, en deuxième lieu, c'est sa collection, les objets inuits. Et donc, ça prouve que ça a eu beaucoup de succès. Là, vous voyez son carnet. Et les dernières nouvelles, ça sort tout récemment. Monaco va se doter d'une espèce de salon d'honneur avec des personnalités, 13 personnalités, et notre ami en fera partie. Donc, vous verrez sa photo et une citation de lui dans ce salon d'honneur. Voilà pour les collections. Et donc, nous, notre rôle consiste à valoriser l'œuvre scientifique et culturelle de Jean Mallory. Donc, nous avons organisé des expositions de ses pastels. Je vous montre un slide tout à l'heure. Et nous menons des recherches. Et nous avons repris sa revue. Et pour lancer toute cette opération, il fallait un logo. Il se trouve que je vais voir une exposition à Paris, à la galerie Orenda, de masques Yupik de l'Alaska. Et je vois ce masque et je dis, mais c'est extraordinaire. C'est ça qu'il nous faut, parce qu'on m'explique que c'est un hommage à Jean Mallory. C'est une artiste de l'Alaska, Rebecca Lyon, qui est venue en France. Vous savez, à Boulogne-sur-Mer, on a des magnifiques masques, la collection Pina. Il était venu pour un stage et on lui a parlé de Jean Mallory. Il a dit, je trouve ça tellement admirable que quelqu'un en France s'intéresse à nous et fait tant de choses pour nous. Je vais faire un masque en son hommage et ça s'appelle L'Homme Juste. Et quand j'ai appris ça, je dis, ben c'est ça qu'il nous faut. En plus, c'est un masque comme il était très théâtral, vous voyez. Je me suis dit, ça va vraiment très, très bien, d'où notre logo. Et puis, il a fait beaucoup pour les autochtones. N'oublions pas qu'il a été ambassadeur de bonne volonté UNESCO et qu'il a été un des rares à avoir été renouvelé l'année dernière par Madame Azoulay. Il a dit, il y en a beaucoup qu'on ne voit pas souvent. On va les écarter, mais lui, non. On va le renommer. Donc, il y avait quand même une statue importante. Vous le voyez là, à l'âge de 98 ans à peu près, avec votre serviteur. Et la plaisanterie était la suivante. C'était un tournage en fait chez lui à Dieppe. Et il a dit, vous savez, c'est quand même bizarre, hein, nous les Français, je me liais d'amitié avec un Allemand. Et c'est mon successeur. Et ça nous a fait rire tous. Il avait beaucoup d'humour, comme vous le voyez. Et puis, dernière nouvelle, l'Université de Versailles est membre de l'Université de l'Arctique, qui est le plus grand réseau d'institutions en Arctique et à l'extérieur avec un intérêt pour l'Arctique, plus de 200 membres. Nous sommes membres depuis 2010. Et là, tout récemment, on nous a demandé de créer un centre régional U-Arctique pour l'Europe continentale. Pourquoi continentale? Parce que les Britanniques ont leur propre réseau. Et donc, on va essayer de fédérer les recherches, enfin, on va inviter tous les collègues qui travaillent sur l'Arctique en Europe continentale, ils sont très nombreux, à se mettre en réseau avec nous pour voir ce qu'on peut faire ensemble. Il y a beaucoup de recherches polaires, évidemment en Allemagne, où il y a un puissant institut, en Autriche, en Suisse, en Pologne, en République tchèque, dans les pays baltes, en Lettonie, et j'en passe. Et on va essayer de rassembler tout ce monde. Et on va travailler aussi la francophonie avec nos amis québécois. Parce qu'on a dit à l'Université de l'Arctique, eh bien, finalement, il y a beaucoup de francophones dans ce réseau. Est-ce qu'on ne peut pas afficher une francophonie aussi dans l'Union? Oui, très bien. Et c'est tout frais, c'est arrivé hier par la poste, hein, le logo. Là. Vous voyez, donc on lance aussi ce centre régional. Voilà, pour diverses actions. Ça, c'est notre équipe. Nous sommes petits, mais costauds, comme disent certains. Enfin, très actifs, en tout cas. Et nous avons une soutenance de thèse. C'est Mme Ayadine, que vous voyez au milieu, en bas, qui va soutenir sa thèse le 20 décembre. Si jamais ça vous intéresse, ça se passe à Versailles. Et nous lançons aussi un cycle de conférences. Il faudra que je vois avec la communication s'il y a un moyen à l'avenir de vous inviter à ces conférences qui sont toutefois données en langue anglaise, hein. Mais là, nous avons une collègue Sami qui viendra de Laponie, qui est professeur en sciences de l'éducation à l'université de Laponie à Rovaniemi, qui viendra nous voir, j'espère en costume, pour parler de sa recherche. Ça va être très impressionnant.
Voilà, et j'en ai quasiment terminé. Et donc, nous avons été chargés aussi de reprendre la revue Internord, qui a été publiée sous forme d'ouvrage très important, très volumineux, jusqu'en 2011. Et puis, il n'y a pas eu d'autres volumes. Et là, on a repris et on a décidé de la publier en ligne et en accès libre. Donc, vous pouvez la consulter. C'est la seule revue polaire francophone française, on va dire, parce qu'on publie en français et en anglais. Et elle est donc accessible. Évidemment, on commençait par un hommage au maître, c'est bien naturel. Et on va d'ailleurs lui rendre hommage aussi dans le numéro qui va sortir dans quelques jours, prochain numéro, et dans lequel nous allons reprendre les discours prononcés à l'occasion de ces obsèques qui ont lieu aux Invalides. C'était très impressionnant parce que, comme il a été résistant, il a eu droit à des honneurs militaires. Et alors, c'est toute une opération. Et il m'en a parlé depuis des années. Il me disait, vous savez, j'ai eu un général au téléphone, là, il m'a expliqué tous comment ça va se passer. Oh, j'ai droit à une messe, il va avoir de la musique. Enfin, il trouvait ça extraordinaire. Et donc, tout a été prévu comme ça. Et en fait, vous savez, il a eu la Grande Croix de la Légion d'honneur. Or, il n'a jamais eu envie de la chercher puisqu'il habitait Dieppe, il dit oh, aller à l'Élysée, honnêtement, c'est plus pour mon âge. Donc, il n'est pas allé chercher la médaille. On a essayé de lui la donner par visio. Il a dit c'est quoi la visio, vous dites je vois le président, mais il n'est pas là dans la pièce. Non, c'est pas pour moi. Alors, donc, il n'est pas allé la chercher. On a parlé au colonel chargé du protocole, aux invalides. Il a dit je suis désolé, mais on n'a pas le droit de la mettre sur le cercueil parce que c'est pas officiel. Il n'est pas allé la chercher. Vous voyez. Mais il a eu droit donc à ces obsèques, les honneurs militaires. C'était très impressionnant. En plus, il a fait beau ce jour-là parce que vous savez, les invalides, vous êtes dans la course, on est dans le minéral, s'il pleut, bon, ça peut être tristouné. Hein. Et là, il a fait beau et donc on a eu une homélie parce qu'il est d'une famille catholique janséniste. Ça veut dire dans son jeunesse, les prières le soir à genoux devant le lit. Hein. Il a connu ça. Et il a toujours dit, je suis panthéiste, mais quand je le voyais souvent, il m'a dit, oh, qu'est-ce qu'il a encore raconté pendant la messe aujourd'hui? Ça veut dire qu'il écoutait quand même la messe. Hein. Et donc, il y a un prêtre qui lui a rendu visite, qui a fait un magnifique, une homélie absolument extraordinaire qu'on publie en français et en anglais. Et puis, Guillaume Mallory a pris la parole, a parlé de son père. Et puis, nous avons eu la chance d'avoir la ministre de l'Éducation de l'enseignement supérieur et de la recherche, Sylvie Retailleau, qui a prononcé donc le discours dans la cour. C'était très impressionnant. Donc, ça va être dans le prochain numéro. Voilà. Et d'autres activités. Donc, on a organisé, je l'ai dit, des expositions, puisque ces dernières années, il faisait surtout des pastels. Il s'occupait à faire des pastels qui sont très beaux et qui ont été publiés dans un ouvrage qui s'appelle Crépuscule Arctique au pluriel. Et donc, il y a eu des expos à Monaco. Alors, la rectrice de l'Université du Groenland est venue à Monaco. Elle a dit, ah, ben, c'est formidable, ça. Pourquoi vous faites ça passe chez nous? Je dis, OK. Ah, ben, c'est facile. Tu prends quelques tableaux et puis tu viens chez nous. Très bien, on va faire ça. Alors, on a pris les tableaux et on a exposé au Groenland. Il était très content de le savoir. Et puis, juste avant sa mort à l'UNESCO, il était également très content de savoir que ces tableaux sont montrés à l'UNESCO. Et tout récemment, au théâtre Le Moufta, vous savez, le théâtre des marionnettes, on m'a demandé de venir parler de Jean Mallory. J'ai amené quelques tableaux, on a fait une expo. Voilà, donc ça, c'est la partie valorisation, si vous voulez, et contact avec le grand public. Et voilà pour la présentation. Alors, je vous remercie beaucoup. Je voulais vous montrer une dernière slide pour terminer. Vous le voyez là, en explorateur, en compagnie de son ami Bruce Jackson, qui est un auteur terrestre en Alaska. Et il a dit beaucoup de choses extraordinaires, mais je voulais terminer avec une phrase de lui. Il a écrit plusieurs fois que c'est très bien de s'intéresser à la biodiversité, mais il faut aussi s'intéresser à la diversité culturelle. Ce qu'il disait, si on ne préserve pas la diversité culturelle, on va finir comme des fourmis dans ces grandes métropoles à être manipulés du matin au soir. C'était ça qu'il disait. Je vous remercie. Merci beaucoup, c'était passionnant. Je me posais la question, est-ce qu'il n'y a pas un documentariste qui s'intéresserait à faire un documentaire sur la vie de Mallory? Alors, il y en a eu. Il y en a eu un par Jean-Michel Michel Viot, que vous pouvez voir sur Vimeo, il me semble, non? Vimeo, c'est gratuit. Hein, c'est très bien fait. Par contre, il n'a pas pu voyager beaucoup. Donc, on voit beaucoup de photos, en fait, hein, commentées. Mais il y a un documentaire, mais il y a plus à faire. Hein.
En fait, comme on a la BD, et j'ai parlé de la théâtralité de Mallory, enfin, ceux qui l'ont connu, vraiment, ils parlaient de façon très impressionnante. Cette histoire des trous noirs, je me suis dit, ça serait idéal pour, une pièce de théâtre. Peut-être on va y arriver un jour. Sylvie, oui. Moi, je voulais savoir pourquoi le pôle magnétique varie. Parce que le magnétisme varie et ça bouge, hein, c'est pas fixé. Et donc le pôle aussi, il bouge et il va vers la Russie actuellement, si j'ai bien compris, hein. Mais il faudra que tu demandes ça à nos amis en géosciences, hein. C'est leur domaine, hein. Voilà, vous avez nos coordonnées, n'hésitez pas. Bon, notre site est en anglais parce qu'on nous a demandé de travailler la visibilité à l'international. Donc on a décidé de créer un site anglophone en fait. Mais bon, aujourd'hui c'est facile, vous pouvez vous faire traduire les passages si jamais vous avez du mal. Et si vous voulez me poser des questions, vous pouvez m'écrire, n'hésitez pas. Encore une question, monsieur? Oui. Vous pourriez peut-être nous faire un petit résumé des sujets de recherche que vous développez? Oui, c'est lié aux intérêts des uns et des autres. Donc, on est une petite équipe en sciences humaines. Nous, on n'est pas sciences sociales au CERC, il y a des collègues en sciences sociales, l'anthropologie. Nous, c'est l'histoire et les études culturelles surtout, et parfois des projets collaboratifs. Donc, la thèse qui va être soutenue porte sur les relations entre la Norvège et la Russie dans un contexte géopolitique arctique qui est en train de changer. Donc, elle s'est intéressée à la question de la souveraineté et elle a pu interviewer beaucoup de collègues. Moi, je ne suis pas politiste, mais je la co-dirige avec un collègue de notre département, de notre faculté des sciences politiques, Thomas Lindemann, qui est d'ailleurs allemand comme moi. Et voilà. Et nous avons une chaire de professeur junior qui est présente dans la salle d'ailleurs, Madame Kodjik, qui est spécialiste de l'histoire arctique. Et surtout, elle est en études germaniques, donc des écrits germanophones sur l'Arctique. Et ça, vous ne le savez peut-être pas, mais Jean-Mallory s'est passionné pour ce sujet. Vous avez des missionnaires moraves, on les appelle. Ce sont des protestants, aujourd'hui on dirait un peu enthousiastes. Hein, c'est pas l'Église luthérienne, même s'ils ont réussi à se faire reconnaître par l'Église luthérienne même à l'époque. En tout cas, c'était en fait des exilés de la Moravie qui étaient en République tchèque, comme vous le savez peut-être, et à l'époque donc dans l'empire des Habsbourg, qui a essayé de recatholiciser, reconvertir les protestants au catholicisme, et donc ils ont pris la fuite. Certains ont été emprisonnés, et puis ils se sont exilés en Saxe, où il y avait un aristocrate, Zinzendorf, qui les a accueillis. Ils ont fondé ensemble une église, ou ils ont renouvelé une église, si vous voulez. Et ils ont eu beaucoup d'activités missionnaires, et notamment au Groenland, donc à partir de 1730 jusqu'en 1900, avec un esprit germanique très méthodique. Et il y avait des journaux, des correspondances, et tout ça a été préservé. Donc on a un fonds documentaire absolument extraordinaire qui n'est pas assez connu pour l'instant parce qu'on rédigeait dans l'ancienne écriture allemande que personne ne maîtrise plus aujourd'hui. Il faut apprendre ça. Et donc c'est pas très connu, même s'il y a des passages aussi traduits en anglais. Donc, c'est son domaine. Et puis, je dirige une thèse d'un étudiant diplômé du Master Arctique. Alors, encore une fois, Jean-Michel pour en témoigner. C'est la seule et unique fois pour l'instant en 10 ans, ou plus de 10 ans, qu'on a donné 20 sur 20 pour un mémoire. C'était absolument extraordinaire. Il a réussi avant l'été. Normalement, quasiment tous les étudiants soutiennent maintenant à la rentrée. Avant l'été, il a rédigé 250 pages sur un explorateur canadien, Stephenson. C'était absolument extraordinaire. Et il est en thèse avec moi. Il a été d'ailleurs aux États-Unis comme Fulbright, hein, donc c'est une bourse très prestigieuse pour travailler dans les archives à Dartmouth. Et nous avons un collaborateur qui est d'origine polonaise et française et qui travaille sur la revue pour nous parce que nous, on ne sommes pas formés pour créer ce genre de document hein, avec un visuel dynamique, on peut dire. Donc, nous avons quelqu'un qui nous aide pour préparer la revue. Voilà, donc on est petit et nous sommes sur le point de une thèse d'une étudiante autochtone Sami. Voilà pour nos activités de recherche. Et moi-même, donc, c'est l'histoire de la littérature de voyage, l'œuvre malorienne, forcément, mais aussi les études culturelles contemporaines. Donc, je m'intéresse aussi beaucoup à ce qui se passe du côté de la culture dans l'Arctique, et il se passe beaucoup de choses. Donc, par exemple, au Canada, au Québec, vous avez les Inuits qui ne sont pas strictement parlant arctiques, ils sont nordiques, mais très nordiques. En Côte-Nord, sur le Saint-Laurent, et il y a plusieurs poétesses inoues
qui ont maintenant une renommée internationale absolument extraordinaire. La plus connue tire des recueils de poésie à 15 000 exemplaires. 15 000. Je connais aucun poète français vivant qui peut aspirer à ça. C'est vraiment très, très impressionnant. Et, donc, il y a un renouveau, il y a une renaissance au Groenland. Là, il y a une femme qui a publié un roman remarquable. Elle a publié un deuxième depuis, qui est la grande star des lettres groenlandaises maintenant, et ainsi de suite. Donc, voilà, il se passe beaucoup de choses.